Donc on va se plonger directement dans le vif du sujet où je vais vous demander de vous imaginer que vous êtes un clinicien en Afrique. Ici c'est un centre de santé rural en Tanzanie, en Afrique de l'Est. Et clinicien, je ne dis pas médecin parce que dans ces pays, il y a très peu de médecins. Pour toute la Tanzanie, 38 millions d'habitants, il doit y avoir 1000 médecins et qui travaillent en général au gouvernement. Donc ceux qui s'occupent des patients au jour le jour sont plutôt des personnes qui ont pendant 3 ans à peu près appris comment prendre en charge de manière très pratique les patients, mais sans forcément une grande compréhension, une grande connaissance scientifique derrière pour prendre ces décisions. Et donc vous arrivez le matin, vous avez déjà toute une file de patients qui attendent parce qu'il n'y a pas de rendez-vous, les gens viennent spontanément comme ça. Et vous commencez à faire un peu votre tri dans la salle d'attente parce que vous savez qu'il y a quelques enfants qui pourraient être très malades et que ça se passe mal en quelques heures. Donc vous sortez votre thermomètre, vous commencez à mesurer la température parce que la température c'est un élément qui tout de suite inquiète si c'est présent. Et effectivement, voilà, le premier il a déjà 39 de fièvre, tout petit. Les enfants dont on s'occupe ont en moyenne 18 mois et il a effectivement la température. Donc tout de suite vous vous inquiétez parce que s'allume dans votre tête malaria, méningite, danger, etc. Mais en même temps la fièvre c'est extrêmement banal puisque les enfants passent leur temps en construisant leur système immunitaire à faire des pics de fièvre à chaque fois qu'ils rentrent en contact avec un nouveau pathogène. Alors vous faites le travail qu'on vous a appris, vous sortez votre stéthoscope et puis vous essayez de trouver les éléments cliniques qui vont pouvoir vous aider à prendre votre décision, à trouver le bon diagnostic. Et puis à la fin, vous ne trouvez pas grand-chose parce que ces enfants, au final, dès qu'ils ont de la fièvre, ils toussent aussi un peu, puis ils ont un peu mal au ventre et ils vomissent et du coup ils ont un petit peu de diarrhée, enfin il y a tout qui se déglingue. Et du coup, les éléments pour pouvoir arriver au bon diagnostic, c'est vraiment, vraiment difficile. Sachant, je m'étais amusée à compter une fois, il doit y avoir au moins 150 pathogènes différents qui peuvent faire un tableau clinique comme ça. Alors comment vous faites ? À noter d'ailleurs que je vous mets dans le contexte africain, mais finalement pour un médecin aux urgences chez nous, c'est pas très différent quand il doit être face à une situation clinique similaire aux urgences. Et vous voyez le regard interrogateur de l'enfant qui se demande lui ce qu'il a, le médecin sait pas très bien quoi dire à son papa et sait pas très bien quoi faire. L'impact de ça, c'est que la qualité des soins est suboptimale, clairement. Et il y a une mortalité des enfants en Afrique qui était, il y a à peu près 20 ans, de 1 enfant sur 6 qui mourait avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Ça s'est déjà nettement amélioré, surtout avec toute la prévention. Ce n'est pas tellement les soins qui ont fait la différence, mais si maintenant on en est à 1 enfant sur 25, c'est grâce surtout aux moustiquaires, à des grands programmes de nutrition, surtout la nutrition qui s'est améliorée. Mais on est encore loin de la situation pour mon fils, là, qui est né en Tanzanie. Donc ça, c'était son berceau low-tech que vous voyez ici. Et lui, même en vivant en Tanzanie, il avait une chance sur 250 de mourir avant l'âge de 5 ans. Donc il y a encore un gap de 10 fois que on aimerait bien pouvoir réduire, évidemment. Donc non seulement les enfants meurent beaucoup trop souvent, mais en plus, c'est pas à défaut de leur apporter des médicaments, parce que contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de pénurie de médicaments en Afrique, il y a au contraire une pléthore de médicaments très peu chers, produits en Inde et ailleurs, qui fait qu'en fait, il y a une surconsommation gigantesque. Chez nous, c'est aussi un problème. On voit dans les pays riches, ça s'est stabilisé, mais ça reste très très haut, beaucoup trop haut. Et les pays du Sud sont en train en fait de nous rattraper à grands pas. Donc la prescription d'antibiotiques explose dans ces pays avec tous les problèmes du coup d'antibiorésistance inhérents à ça. Et on a des zones où les pathogènes sont devenus résistants à peu près à tout ce qui est disponible. Donc dans cette situation, voilà, on voulait faire quelque chose. Et la première question que se pose le clinicien quand il est face à cet enfant avec la fièvre, c'est est-ce que ça pourrait être une malaria ? Il y avait une décision il y a 20 ans en arrière de dire bon, la mortalité des enfants est avant tout due à la malaria. À l'époque, c'était 80% des fièvres étaient dues à la malaria. Donc on va
décidé que tout clinicien qui voit un enfant avec la fièvre lui donne un antimalarique. C'est ce qui a été fait pendant 20 ans. Entre-temps, les moustiquaires et tout le reste sont venus. Donc, à l'heure actuelle, c'est à peu près un enfant sur 5 ou un enfant sur 10 qui a la malaria. Les 9 autres ont quelque chose d'autre. Mais cette habitude de surprescrire, elle est restée et il fallait absolument qu'on puisse amener quelque chose de simple pour qu'au moins la première question qui se pose, est-ce une malaria ou non, puisse être répondue facilement. Et là, en fait, on était en train d'utiliser un petit outil tout simple, qui n'a pas besoin d'électricité, rien du tout, qui est un test rapide, qui sont devenus maintenant, avec le Covid, beaucoup plus connus par le grand public. Mais à l'époque, nous, on l'utilisait déjà pour les voyageurs qui revenaient des tropiques, parce qu'on avait bien remarqué qu'il était finalement même plus fiable qu'une microscopie, surtout quand elle est faite par des gens qui ne voient pas très souvent les parasites de la malaria. Donc on s'est dit, il faut qu'on amène cet outil en Afrique, qui a en plus le gros avantage d'établir une certaine confiance avec le patient parce qu'il peut voir lui-même son résultat. Et on était face vraiment à des parents qui disaient, mais puisque le diagnostic de malaria sortait tout le temps, est-ce que vous les avez vraiment vus sous le microscope, ces parasites? J'arrive pas à croire que mon enfant a encore une Xème malaria, c'est pas possible. Et avec ça, au moins, il y avait quelque chose de beaucoup plus clair. Mais encore fallait-il changer vraiment un paradigme dans la tête des cliniciens. Ça a été un travail de 2 ans où finalement, après plusieurs études, on a pu l'implémenter dans 9 centres de santé à Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, dans des hôpitaux, des dispensaires. Et vous voyez que la première ligne de traitement artéméter-luméfantrine, qui était autour de 20 000 doses prescrites dans ces 9 centres par mois, à l'introduction de ces tests rapides, a baissé progressivement. Donc on n'a pas convaincu les gens tout de suite. Vous voyez, le centre de santé vert n'était pas très convaincu. Donc on a envoyé les gens du centre vert clair causer aux autres pour leur dire, mais écoutez, je vous promets, même si on leur donne pas d'antimalarique, ces enfants ne vont pas mourir. On les a vus, ils vont bien. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez croire le résultat de ce test et ne pas prescrire d'antimalarique quand le test est négatif. Donc vous voyez qu'on a plutôt changé leur vision des choses et on a eu un impact qui s'est maintenu sur le long terme. Après, c'est devenu une politique de tous les pays du Sud. J'ai travaillé à l'OMS pour pouvoir créer le manuel pour déploiement à l'échelle et c'est ce qui maintenant est la norme dans les pays du Sud pour diagnostiquer la malaria. Donc on était très fiers de nous, on avait diminué la prescription de 75% des enfants qui rentraient dans un centre de santé avant recevaient un antimalarique et maintenant, grâce à cette implémentation, on a baissé à 15%. Mais on a eu un effet collatéral attendu, mais disons qui était quand même... voilà. Pas ce qu'on aurait voulu, c'est-à-dire que la prescription d'antibiotiques a explosé à la place. Donc les cliniciens avaient compris que ce n'était pas la malaria, mais ils nous disaient, ouais d'accord, mais du coup ils ont quoi ces enfants? Moi je ne sais pas ce que c'est, à leur décharge ils n'ont pas de moyens diagnostiques, ils ne savent pas ce que c'est, et puis ils veulent pas que l'enfant meure, ils disent on donne un antibiotique. Alors c'était déjà le cas avant, hein, on voit en bleu qu'ils avaient déjà tendance à prescrire les deux, mais simplement maintenant quand l'enfant est négatif, il reçoit un antibiotique presque systématiquement. Donc on avait résolu un problème pour en créer un autre, comme souvent en recherche. Mais là, le problème était nettement plus compliqué parce qu'on ne parlait pas d'une maladie, d'un test, d'un traitement, on parle de dizaines de diagnostics différents, comme je vous ai dit, centaines de pathogènes possibles qui peuvent causer une fièvre quand ce n'est pas la malaria. Donc là, on s'est dit, oula, comment on va faire pour résoudre ce problème? D'ailleurs, certains collègues avaient dit, c'est la catastrophe, on revient en arrière, on renlève les tests rapides. Puis nous, on a dit non, on ne va pas les renlever, on va devoir aller plus loin et trouver des nouvelles solutions. Donc on avait déjà développé des algorithmes d'aide à la décision pour nos médecins généralistes face aux maladies tropicales, parce que c'est un domaine négligé. Dans les études de médecine, on n'apprend pas beaucoup tous ces pathogènes exotiques. Et on avait créé en fait un site internet interactif pour aider nos généralistes à prendre des décisions en maladies tropicales. Et en fait, ce qu'on avait vu en réfléchissant à tout ça, c'est que dans des contextes particuliers,
et pas dans tous les contextes, c'est-à-dire des contextes où on a une connaissance insuffisante, typiquement ces médecins généralistes qui ne connaissent pas les maladies tropicales, donc qui ne peuvent pas bien analyser des probabilités diagnostiques, ou alors un manque d'expérience qui les empêche d'utiliser ce cerveau intuitif qui vont leur faire un diagnostic fulgurant. D'autant plus quand il y a beaucoup de données nombreuses et complexes, c'est là où probablement un algorithme d'aide à la décision pourrait être utile. Donc il y a des domaines de la médecine où ça ne s'applique pas du tout, mais dans le domaine dont on parle là, on est exactement dans cette situation. Donc on s'est dit, voilà, il faut qu'on essaye de faire ce qu'on avait fait pour nos médecins généralistes, mais pour ces cliniciens de première ligne en Afrique. Maintenant, il existe des choses. Il n'en existait pas tellement quand on a commencé à travailler, mais si vous tapez maintenant sur Play Store, sur votre smartphone, vous tapez Symptom Checker, c'est-à-dire un outil pour faire votre diagnostic, vous trouvez une pléthore d'apps. J'en ai sélectionné 3, dont une a disparu entre-temps, qui seront les plus prédominantes, par exemple Babylone. Et j'ai essayé de passer le cas de ma fille, qui avait en l'occurrence de la fièvre. En tout cas, elle avait très chaud, elle a vomi une fois, et puis elle avait très mal à la tête. Et je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à prendre ce cas, puisqu'elle venait d'être malade, et je vais la passer sur ces différents outils. Alors voilà ce que me dit Babylone, c'est probablement une migraine ou une grippe. Ouais, bon, pas mal. Donc, ils disent il faut que vous alliez voir votre médecin urgemment. Et au passage, ils vous rappellent qu'ils sont la disruption en médecine générale la plus grande de tous les temps. Je passe exactement le même cas clinique sur Ada, une autre application qui, elle, me donne toute une liste de diagnostics, 5, en disant grippe, une rickettsiose, une sepsis et une méningite virale. Et qui me dit... En gros, que pour le premier, il faut que je reste à la maison, ma fille peut se reposer. En orange, aller voir un médecin et en rouge, courir à l'hôpital. Donc, je ne sais pas très bien ce que je suis censée faire avec ces 3 prescriptions à la fin, laquelle je suis censée choisir. Donc, je ne vois pas très bien l'utilité de ces messages contradictoires. Et pire encore, si je peux dire, Isabelle donne par ordre de probabilité tous les diagnostics que pourrait avoir ma fille, donc ça couvre à peu près toute la médecine presque. Et ça, disons bien sûr, dedans il y a la maladie de Lyme, maintenant ça va être le Covid long, enfin vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc à part paniquer les gens, on ne voit pas très bien ce que ça leur apporte. Et vous voyez que les diagnostics sont contradictoires et en plus, ce n'était pas le diagnostic qu'avait ma fille, elle avait une simple insolation parce qu'elle n'avait pas mis sa casquette pour aller marcher en balade. Aucun des algorithmes n'a été capable d'identifier ça. Et d'ailleurs, une étude systématique, j'ai oublié de mettre la référence, je la rajouterai, a pu démontrer que la moitié des diagnostics réels étaient dans les 3 premiers donnés par ce type d'algorithme qu'on appelle les DDX, Differential Diagnosis Generator. Alors finalement, d'où vient le problème? Parce que des gens ont réagi, ont dit mais c'est dangereux, c'est des outils diagnostiques, on va soigner des gens avec ça, il faut une FDA pour les algorithmes, comme on a pour les médicaments et les vaccins, c'est urgent de faire quelque chose. Alors un des problèmes de base en fait de ces DDX, comme on les appelle, c'est qu'en fait, ils ne sont pas du tout faits pour le grand public et pour le patient. C'est une erreur de vouloir les appliquer sur cette cible-là. C'est vraiment pour le spécialiste. C'est-à-dire, typiquement, moi, j'utilise Gideon, qui est une application du même type, pour chercher des diagnostics rares, en fait. Je vois un patient et je me dis, il est allé dans tel pays exotique, je ne me rappelle plus les dernières maladies rares, et je vais regarder la queue de la liste. Le début de la liste des maladies fréquentes ne m'intéresse pas du tout. C'est vraiment la queue pour me dire, est-ce que j'aurais loupé un truc rare, parce qu'on ne peut pas connaître par cœur chaque maladie tropicale de chaque pays de la planète. Donc pour le spécialiste, ce genre d'outil est utile, mais surtout pas pour le grand public, pour se faire du diagnostic à la maison. Là, le patient lui-même, il a besoin de quelque chose de très simple, et comme par hasard, ce n'est pas des startups qui l'ont développé, mais l'association des médecins généralistes néerlandais, où j'ai rentré le cas à nouveau de ma fille, et qui dit très simplement, donne aucun diagnostic, mais dit, il n'y a pas de signe de danger, il faut que boire, se reposer et prendre du paracétamol.
Et ce qui est intéressant, c'était exactement ce qu'il fallait faire pour ma fille, même s'il n'y avait pas de diagnostic. Donc souvent en médecine, d'ailleurs, le but, c'est pas forcément de trouver le diagnostic, c'est de savoir quoi faire en pratique. Donc le médecin de premier recours, celui qui m'intéresse là pour l'Afrique, ses questions à lui, c'est d'avant tout, est-ce que je dois ou non hospitaliser ce patient? Est-ce que je dois faire un certain test de labo? Et quelle est la signification de tout ça dans mon contexte clinique particulier? Finalement, c'est ça les questions auxquelles on veut vraiment répondre. Donc là, il faut inventer un nouvel outil qui n'existait pas vraiment à l'époque, qu'on a finalement baptisé, il a fallu lancer un acronyme, alors on les appelle les CDSA, Clinical Decision Support Algorithm. Alors maintenant, voilà, on a ça, c'est un nouvel type d'outil qui, je vais juste vous montrer comment on le construit rapidement. Donc la première étape, c'est contrairement à ces applications qui prétendent couvrir tous les âges, toutes les maladies possibles et imaginables, il faut être targeté. Donc nous on a dit, ok, on va s'occuper des enfants de 2 mois à 5 ans qui présentent une histoire de fièvre. On a déjà commencé par ça, c'est déjà bien assez large. Et on va définir surtout l'utilisateur cible, c'est-à-dire à quel niveau du système de santé on travaille, parce que ce n'est pas du tout la même chose de faire un algorithme pour un hôpital que pour le pharmacien ou pour un agent de santé communautaire. Et d'ailleurs, on a fait des déclinaisons de nos algorithmes, par exemple pour l'agent de santé communautaire qui doit décider s'il faut envoyer l'enfant dans le centre de santé, et c'est très différent de celui pour le centre de santé, etc. Une fois qu'on a défini clairement ça et qu'on l'a bien mis sur l'app en disant à qui c'est destiné, on fait une revue structurée de la littérature. Alors là, ça commence à devenir pénible. On trouve des tonnes d'articles sur le sujet. Là, en l'occurrence, c'était 12 000 articles. Ça met des mois et des mois à être décortiqué pour à la fin être très déçu parce qu'en médecine, finalement, on a peu d'évidence. On a des séries de cas, etc., mais on a très peu de choses en termes de probabilité diagnostique. On n'avait même pas une étude qui nous disait le point de départ, qui est la probabilité pré-test dans nos analyses bayésiennes. On veut savoir quelle est la prévalence dans la population cible. Il n'y avait rien. Donc on a dit, ok, il faut qu'on commence par ça. Donc on a fait notre propre étude, ça a pris 2 ans, donc inclure 1000 enfants avec la fièvre et systématiquement faire toutes les investigations cliniques et de laboratoire, 25 000 tests de labo, pour finalement savoir juste la proportion des patients pour chaque maladie, c'est-à-dire cette probabilité quand le patient rentre dans la salle de consultation avant même que vous lui ayez fait quoi que ce soit, que vous l'ayez examiné, etc. Puis après, vous avez vos prédicteurs cliniques ou de laboratoire avec leurs facteurs de vraisemblance, leur sensibilité, spécificité, etc. qu'on combine pour arriver à une probabilité post-test. Et puis après, on fait les suivants comme ça pour finalement affiner pour chaque patient une probabilité diagnostique spécifique. Donc au départ, ce qu'on a vu, c'est que la moitié des enfants ont une infection respiratoire. Bah, ils ont tout le temps la goutte au nez, hein, voilà. Dans lequel il y avait déjà des coronavirus d'ailleurs. La plupart du temps c'est viral, c'est pas grave, très rarement c'est de la pneumonie, et puis des maladies qui inquiétaient typiquement nos cliniciens et qui nous citaient toujours pour justifier leur prescription d'antibiotiques comme typhoïde ou infection urinaire, et ben c'est rare en fait, c'est très peu. Et bien sûr, tout ça fluctue au cours du temps, fluctue par région, mais disons, ça donne un peu une idée de base de qu'est-ce qu'on a. Et ce qu'on a pu démontrer, ça a d'ailleurs fait un pavé dans la mare quand on a publié ça, c'est que la plupart de ces enfants n'ont pas besoin d'antibiotiques. Ce que des médecins pédiatres installés savent très bien, mais par contre, ce que les médecins des hôpitaux avaient beaucoup de peine à entendre et à accepter. Quand on a fait toute cette étude, on a pu enfin avoir un peu des données cliniques et on a pu calculer les prédicteurs. Et finalement, dans tous les types d'analyses qu'on a fait, les Classification and Regression Tree Analysis, est ce qu'il y a de plus proche de ce qu'on veut comme output à la fin, c'est-à-dire un algorithme. Donc typiquement pour une maladie comme la fièvre typhoïde, pour lequel il existe un test rapide mais qui coûte trop cher pour l'Afrique, c'est 5 francs, c'est trop cher. On ne peut pas se permettre des tests qui coûtent plus que 1 franc. Il fallait du coup qu'on ait une combinaison de prédicteurs cliniques pour faire le diagnostic. Et là, avec les cartes, l'avantage c'est que ça va nous déterminer le seuil optimal, par exemple pour l'âge, plus ou moins de 2 ans, la douleur abdominale, est-ce qu'on la met, où est-ce qu'on la met dans le système. Et ces types d'analyses
ont l'avantage de pouvoir tenir compte des interactions entre les paramètres, parce qu'évidemment, cliniquement, quand on est anémique, on est souvent pâle aussi. Donc il y a tous ces facteurs d'interaction qu'il faut tenir compte, et ces analyses sont déjà mieux que les analyses bayésiennes de ce point de vue-là. Après, on relativise toujours parce qu'on trouve des fois des associations dont on sait, nous, êtres humains, qu'elles n'ont aucun sens. Je vous donne un exemple. On a trouvé qu'il y avait une association entre des plaques blanches dans la bouche et l'infection urinaire. Mais c'est quoi le lien? Comment ça peut prédire une infection urinaire? Et en fait, nous, êtres humains, on sait qu'un enfant qui a des plaques dans la bouche, c'est une candidose. Ça se trouve que chez les enfants petits de moins d'1 an qui portent des couches culottes. Et comme ils portent des couches culottes, ils ont une probabilité de faire des infections urinaires. Mais ça, évidemment, l'ordinateur, il ne sait pas que les enfants portent des couches culottes. Donc, heureusement qu'il y a toujours un humain pour quand même réinterpréter tout ça. On a aussi travaillé sur chercher des nouveaux tests diagnostiques simples, justement, parce que voilà, on est dans des zones reculées, il nous faut des tests diagnostiques point of care. Et on a regardé avec plusieurs équipes aux États-Unis quels étaient les prédicteurs, les marqueurs biologiques dans le sang qui pourraient nous aider. On en a trouvé certains intéressants, mais celui qui existait déjà, la protéine C réactive, et qui existe sous forme de test rapide, avait finalement une prédiction qui n'était pas trop mauvaise. Pas idéale, mais c'est mieux que rien, pour essayer de nous indiquer lesquels de ces enfants ont une infection bactérienne ou non. On a fait les mêmes analyses sur des adultes. Là, on trouve des prédicteurs bien meilleurs que chez les enfants. Et puis, voilà, on cherche à convaincre après des fabricants de nous faire ces tests, mais en général, ils ne sont pas très motivés. D'ailleurs, la CRP n'est plus produite par beaucoup de fabricants parce que ça ne rapporte pas assez d'argent. Ils inventent une petite machine qui va faire une mesure quantitative au lieu de faire une mesure qualitative pour gagner plus d'argent. Nous, on a juste besoin d'un seuil, et du qualitatif nous suffit largement. Et puis finalement, donc on va combiner cette probabilité pré-test, nos prédicteurs, nos tests rapides, etc. dans un algorithme qu'on va publier, qui sont disponibles sur notre site, parce qu'on veut absolument être transparent, contrairement justement à ces apps que je vous ai montrées avant, qui sont des boîtes noires où ils ne publient jamais les algorithmes, ce qui est assez inouï, parce qu'en fait, il n'y a pas de propriété intellectuelle sur la connaissance médicale. On peut faire un copyright sur les dessins qu'on fait, mais il n'y a pas de propriété intellectuelle. Et au contraire, évidemment, il faut que les cliniciens sachent, s'ils utilisent nos outils, qu'est-ce qu'il y a derrière, tout le temps qu'ils puissent aller voir, challenger l'algorithme, etc. Une fois qu'on les a dessinés, on les transforme en lignes de code, et là, c'est vraiment, il a fallu monter une équipe de médecins qui comprennent un peu l'informatique et d'informaticiens intéressés à la santé. Et comme anecdote, l'une des premières rencontres, il a fallu d'abord qu'avec ma collègue médecin, on joue une consultation médicale quand on s'est aperçu que l'informaticien ne savait même pas ce qui se passait en fait. Habituellement, dans une consultation, il était jeune, n'était jamais malade, donc il n'allait jamais chez le médecin. Donc il fallait déjà qu'il y ait une culture comme ça qui vienne chez eux, et nous-mêmes comprendre les problèmes des informaticiens. Le seul moyen en fait de travailler, c'est non pas comme c'est fait souvent, un médecin qui a un problème et qui mandate une start-up pour fabriquer l'outil, parce qu'en général l'outil qu'il obtient à la fin, c'est pas du tout ce qu'il voulait, ni le contraire, beaucoup plus fréquent, une start-up qui invente un truc et qui se dit où est-ce que je pourrais le placer quelque part dans le système de santé pour me faire de l'argent. Eh bien non, il faut vraiment travailler ensemble, assis l'un à côté de l'autre tout le temps, pour pouvoir expliquer mutuellement ce qu'on fait. Et puis on a profité d'ailleurs avec toute cette expérience de créer un outil en fait qui permette à un médecin qui n'a aucune compétence informatique de modifier l'algorithme lui-même, comme avec des Lego, il déplace en fait les éléments cliniques sur l'interface pour modifier l'algorithme tout le temps, ce qui donne une autonomie aux autorités sanitaires par exemple de modifier les contenus des algorithmes. Donc à la fin, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une tablette avec l'outil dedans où le clinicien entre ses données. Alors là, on sait rubbish in, rubbish out. Hein, donc les données cliniques, ça ne résout pas le problème de leur qualité. Donc à la question de savoir est-ce que ça remplace, on n'a plus besoin de former les médecins, ils appliquent aveuglément ce qu'on leur propose, pas du tout. Au contraire, il faut renforcer leur formation pour qu'ils examinent correctement l'enfant.
et que évidemment le diagnostic qu'ils ont à la fin soit correct. Donc ça leur gagne du temps, cet outil, pour la partie raisonnement, et ça leur laisse plus de temps pour mieux examiner l'enfant et mieux discuter avec les parents du résultat. Et on a essayé de réduire vraiment au minimum ce qui était nécessaire pour ne pas alourdir. C'est déjà beaucoup plus lourd d'amener des outils comme ça dans ces pays, c'est ce qu'on va discuter après. Mais voilà, finalement, on s'en sort avec un oxymètre pour mesurer la saturation en oxygène, l'hémoglobine qui est un prédicteur très important de finir à l'hôpital, un test rapide pour la malaria, un test rapide pour savoir si c'est une infection bactérienne et un test rapide de VIH. Et avec ça, on a une qualité des soins qui, sincèrement, devient vraiment correcte, raison pour laquelle une des responsables des urgences de pédiatrie d'un hôpital m'a dit « Mais dis donc, on ne pourrait pas implémenter ça aussi chez nous, parce que pour faire un premier tri, ça nous aiderait bien. » Donc ça donne ça sur le terrain, et ça n'est que le début de l'aventure, parce que pour éviter justement d'avoir des outils mauvais, eh bien, on a penser un cycle de validation de la même manière qu'on le fait pour les médicaments, les vaccins, en faisant des phases 1. On en a bien entendu parler maintenant pour les vaccins contre le Covid. Alors pour nous, l'équivalent, si vous voulez, c'est qu'on a une phase 1 où on va tester nos outils dans le laboratoire informatique et aussi voir le retour, le user experience, pour voir si c'est utilisable. Après, on va faire des phases 2, dont je vais juste vous montrer le résultat, où on veut s'assurer que c'est sûr et efficace. Puis après, on passe dans le terrain en conditions plus réelles pour voir si on a un impact, etc. On continue et on essaye d'adapter et de tenir compte avec des études de sciences sociales de l'épidémiologie et du contexte. Donc ça, c'est par exemple l'étude randomisée contrôlée, un standard qu'on a fait pour valider. On en a fait plusieurs. En fait, ce cycle, il tourne comme ça, mais on fait des allers-retours continuels. Ça fait 15 ans qu'on bosse. Et là, c'est celle qu'on a faite pour la deuxième génération d'algorithmes qui s'appelle Epoch. Donc on avait un bras où il travaillait comme d'habitude, un bras avec notre première génération d'algorithmes et un bras avec l'Epoch, le dernier. Et on regardait vraiment le taux de guérison au jour 3, au jour 7, les hospitalisations, les décès, pour véritablement s'assurer qu'on était sûr. Ce qui d'ailleurs est maintenant une nouvelle réglementation qui est en vigueur en Europe depuis cette année. Les fabricants de ce type d'outils comme le nôtre doivent prouver ce qu'on fait là. Et ça demande beaucoup de ressources et beaucoup de données. Donc évidemment, pour une start-up qui veut rentabiliser son outil en 6 mois, c'est difficile. Donc sur le taux de guérison, on ne s'attendait même pas forcément à avoir un effet parce que la plupart de ces enfants, on ne leur fait rien, ils guérissent tout seuls. Parce qu'ils ont des choses pas graves. Donc 95% étaient guéris spontanément. Mais quand même, on a pu augmenter un tout petit peu leur taux de guérison à 98%. La mortalité, on n'avait pas le pouvoir parce que c'est un événement relativement rare. Mais on a réduit la mortalité d'à peu près de moitié, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Mais bon, en pratique, pour un pays comme la Tanzanie, ça ferait quand même 1 million d'échecs cliniques évités par an, vu la fréquence à laquelle ces enfants sont malades, donc c'est pas mal. Mais en fait, ce qui nous intéressait beaucoup plus, c'était l'impact sur la prescription de ces antibiotiques, vous vous souvenez, qui sont prescrits systématiquement, qui détruisent la flore intestinale, etc. Donc là, on a pu baisser de 95% à 30%. Et finalement à 11% avec notre dernier outil, qui est exactement la prévalence qu'on avait trouvée dans notre étude des fièvres, des maladies bactériennes. Donc on est probablement proche de ce qu'il faut. On ne peut pas valider chaque branche de notre algorithme, on est obligé de le faire de manière intégrée en un coup. Donc on ne sait pas quelle branche a permis cette amélioration. On peut avoir un petit peu des idées, mais c'est sûr que un tel résultat interroge beaucoup les décideurs parce qu'ils disent « Mais attendez, comment vous avez pu guérir des enfants plus rapidement en leur donnant pas de médicaments? Nous, on n'y comprend plus rien. » Donc c'est intéressant comme ça à challenger cette idée qu'il faut déverser des quantités de médicaments sur l'Afrique et tout ira mieux là-bas. Ça démontre exactement le contraire. Et ça permettrait quand même à la Tanzanie d'économiser 28 millions d'antibiotiques par année. C'est intéressant. C'est là qu'on arrive à convaincre les ministères de la Santé.
Donc en pratique, maintenant on passe à la phase suivante, effectiveness. Donc sur le terrain, on a étendu le contenu médical à tous les âges de 0 à 14 ans. Donc hop, 2 années de boulot en plus pour refaire toute la littérature, un nouveau software beaucoup plus pratique, etc. Et puis on travaille surtout avec les gouvernements pour qu'ils valident tout le contenu, que ce soit aligné avec leurs recommandations nationales, qui d'ailleurs se contredisent d'un livre à l'autre, qui ne sont jamais à jour. Donc en fait, ça oblige les gouvernements à être au clair sur comment ils veulent que les enfants soient soignés dans leur pays. Donc on a commencé par un pays, la Tanzanie. Maintenant, on est aussi au Rwanda, au Sénégal, au Kenya et en Inde. Donc ça devient assez énorme le truc. Là, en Tanzanie, par exemple, c'est 70 centres de santé dans 2 districts. On en prend un où il y a beaucoup de malaria, un où il y en a peu. Des milliers d'enfants qui sont pris en charge. On va faire ça. On vient de commencer il y a 2 semaines. On a fait toute la pilote avant, etc. Et puis, on va avoir peut-être un demi-million d'enfants qui seront inclus, ce qui n'est pas du tout du big data, mais qui, pour nous, c'est une mine d'informations qu'on n'a jamais eue en médecine dans ce domaine-là, et qui va nous permettre quand même d'étudier des sous-groupes, par exemple les enfants VIH positifs. Ce qui fait qu'évidemment notre école d'ingénieurs avec qui on collabore fait des analyses déjà de machine learning et d'optimisation qu'on pourrait faire redescendre sur l'algorithme. Ça, je vais juste en parler après. Et bien sûr, si on trouve des patterns, ça nous permet de faire des surveillances de maladies. Par exemple, on avait vu que juste avant une épidémie de fièvre dingue à Dar es Salaam, on voyait les proportions de fièvre sans foyer augmenter tout à coup, ce qui signait qu'il se passait quelque chose, et ça pourrait être une manière d'avoir des alertes qu'il se passe quelque chose quelque part. Mais comment les gens du terrain perçoivent tout ça? On apprend tout le temps avec eux, on développe ça avec eux, on fait des échanges nord-sud le plus possible. Et ça, c'était Terre des Hommes qui nous avait demandé d'évaluer un projet similaire qu'ils ont avec un autre algorithme. Et typiquement, cette accoucheuse disait, si tu enregistres dans le REC, c'est le nom de leur outil, tu apprends en même temps, même si un jour il n'y a plus de tablette, tu arrives à bien traiter les enfants, parce qu'elle disait qu'elle mémorisait en fait l'écran. Et voilà, moi j'avais un petit peu peur de les rendre bêtes, hein. C'est tout le problème, comment ils gagnent de la connaissance ou est-ce qu'ils en perdent. Donc on doit absolument créer des outils qui rendent les gens plus intelligents, c'est-à-dire des petits boutons sur lesquels ils peuvent appuyer tout le temps pour avoir des images, des définitions, et surtout, on vous propose ce diagnostic parce que votre patient, il a telle et telle constellation. Donc comme ça, ils apprennent vraiment tout le temps, au fur et à mesure qu'ils utilisent l'outil, pour que le jour où il n'y en aura plus, ou qu'il n'y a plus d'électricité, comme elle disait, elle sait encore et elle a mieux appris comment prendre en charge ses enfants. Et puis, eux, ils se sentent une plus grande confiance en eux, parce que en fait, d'avoir toutes ces guidelines et ces aides sur leur bureau, c'était un peu la honte en fait. Ça donnait l'impression qu'ils ne savent pas faire leur métier, tandis qu'une tablette donne plutôt l'impression de high-tech et qu'ils maîtrisent. Et les villageois l'ont baptisé la tablette magique. Et donc, comme il dit, tu as ça en face de toi et ça te permet de maîtriser. En fait, je veux dire, vraiment, ils étaient paumés, et avec ça, ça va quand même un peu mieux. Du côté du village, donc de l'autre côté, le chef du village qui dit un truc un peu mystérieux, on était dans les ténèbres, maintenant on est dans la lumière. En fait, il voulait dire qu'on ne pouvait plus tricher, c'est-à-dire qu'au lieu de prescrire des tonnes de médicaments, ils étaient maintenant, ils savaient que tout est enregistré sur une tablette. Ça fait un peu de pression pour pas demander des bakshish, etc. Donc lui, il était extrêmement satisfait. Et puis le représentant du village dit, c'est vrai que maintenant les infirmiers nous posent beaucoup plus de questions qu'avant et touchent plus les enfants. Donc voilà, moi qui étais très inquiète de faire une disruption de la qualité de la relation, en fait, ça l'a plutôt amélioré, mais c'est évidemment un contexte très particulier. On a fait des analyses similaires en Suisse avec des généralistes et notre application pour les voyageurs au retour des tropiques. Et là, c'est plus compliqué parce que les généralistes ont le nez sur la tablette et oublient de lever les yeux pour regarder leurs patients. Ça peut perturber la consulte. Donc, toujours à surveiller pour se poser des questions.
Donc voilà, ça c'était la partie de la jolie histoire quand tout va bien, quand on est en ressources illimitées, qu'on peut acheter des tonnes de tablettes sans se poser de questions. Mais voilà, pendant tous ces programmes, tous ces voyages, en habitant sur place en Tanzanie, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait des choses qui étaient plus compliquées et plus inquiétantes que je pensais en apparence. La première chose qui m'a frappée, c'est qu'en analysant nos données, en fait, les prédicteurs d'échecs cliniques sont en tout premier un enfant qui a des problèmes respiratoires, pneumonie, en deuxième un problème de malnutrition sévère et en troisième une anémie et finalement VIH positif, mais ça venait plutôt plus bas. Et justement, c'est exactement ce qui va et qui est déjà en train de s'empirer dans les pays du Sud, ça va arriver aussi chez nous à cause du réchauffement climatique. La pollution de l'air explose, ça c'est, j'ai pas mis la référence, mais c'est en Inde, on en est dans certaines villes à l'équivalent de fumer 40 cigarettes par jour. Donc on voit des enfants qui commencent à avoir des problèmes respiratoires de plus en plus importants, et surtout ce qui m'a complètement déprimée, c'est que pour la nutrition, on avait réussi depuis des dizaines d'années à diminuer le nombre d'enfants mal-nourris, le nombre de personnes mal-nourries, et pour la première fois, cette courbe repart dans l'autre sens. Et ça, c'est complètement désespérant. C'est bien sûr dû aux récoltes qui deviennent de plus en plus difficiles. Il y a actuellement maintenant des problèmes de famine gigantesques en Afrique et ça ne va pas s'améliorer. Ça veut dire qu'en gros, moi je pédale dans la choucroute parce que j'essaye d'un côté, on amène ces outils pour améliorer et on sait que la malnutrition va augmenter, qui est notre prédicteur le plus important pour un échec clinique. Donc en fait, on va perdre, et c'est bien ce que dit l'OMS, on va perdre tout ce qu'on a acquis en santé globale depuis ces 20 dernières années à cause de ces impacts systémiques. Donc c'est quand même assez désespérant et c'est vrai que j'ai voulu retourner voir sur le terrain ce qui se passe. Donc je suis allée vivre dans un village extrêmement reculé du Siné Saloum au Sénégal pendant 1 mois pour travailler avec Mamadou qui fait le même métier que moi. C'est l'agent de santé communautaire du village, donc il s'occupe de la santé de tout son village. Et puis j'ai travaillé avec lui et essayé de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et c'est vrai que le réchauffement climatique, je l'ai vu avec la montée des eaux. Donc ils mettent tous leurs déchets pour bloquer devant leur maison, éviter que l'eau envahisse leur maison. Ça, c'était une de nos filles qui était avec la fille de Mamadou à chercher de la nourriture. Ça leur prenait 1 journée pour trouver des légumes pour qu'on puisse manger le soir. Donc c'est un énorme travail parce que il y a de moins en moins de légumes qui poussent. Et puis les enfants doivent aller chercher de l'eau douce de plus en plus loin parce que l'eau salée monte et puis qu'ils ont de moins en moins accès à l'eau. Donc ça crée des stress psychologiques énormes. En fait, les consultations qu'on a fait avec Mamadou, c'était beaucoup de psychiatriques, en fait, des gens angoissés, inquiets parce qu'ils savent que leur village, qu'on voit ici, on avait un drone, on a pu le filmer. Nous, on était en bateau là, et puis il va être rayé de la carte en gros. Donc ils vont aller où ces gens? Alors que dans leur village, les choses se passaient plutôt bien, avec juste Mamadou qui s'occupe de leur santé. Et ça m'a un petit peu réveillée, c'est-à-dire je me suis dit, mais alors qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On amène toutes ces technologies dans ce village perdu et on sait qu'il y a un impact des technologies numériques qui va faire exploser notre consommation d'électricité, en particulier ces serveurs pour nos data, qui en plus maintenant, sur la demande des gouvernements à juste titre, ils veulent que toutes les données restent dans leur pays. Donc on a pu former les informaticiens pour qu'ils gèrent les données sur place, mais c'est des serveurs qui se trouvent sous 40 degrés, qu'il faut refroidir tout le temps. Et comme vous savez, ça va être une part de plus en plus grande des émissions de CO2. Donc la question aussi, c'est éthique, c'est-à-dire qu'il faut fabriquer toutes ces tablettes pour lesquelles il faut ces matières premières, que ces mêmes enfants qu'on essaye de sauver, on envoie dans les mines mourir pour récupérer ces éléments. Donc comment on fait avec ces problèmes éthiques complètement insolubles? Une autre difficulté que j'ai réalisée, c'est que dans notre équipe, notre responsable du machine learning,
quand on a commencé à discuter climat, que j'ai commencé à présenter un peu tous ces problèmes, elle a eu un déclic, elle a dit mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? Puis hop, elle a mis un étudiant sur le truc, elle a dit ok, thème de ton travail de semestre, c'est de nous faire un outil qui va calculer en temps réel l'impact CO2 de nos analyses de machine learning. Et ça, c'est un des graphes qu'ils m'ont donné. Donc, quand ils font des analyses plutôt conventionnelles, Bernoulli, ça vous connaissez mieux que moi, on a une prédiction de la maladie qui est autour des 80%, avec un impact d'équivalent CO2, de grammes d'équivalent CO2 de 0,03. On fait une régression logistique, rien de très sorcier. On a un impact nettement meilleur, enfin une prédiction bien meilleure à plus de 98%, avec un impact double au niveau CO2. Mais quand on passe dans le deep learning, les réseaux de neurones, vous voyez la prédiction améliorée qu'on a, on passe de 98,75 à 98,81, mais alors par contre avec 0,93 d'équivalent grammes d'équivalent CO2, et ça c'est juste pour tourner l'algorithme une fois, et évidemment on le fait tourner des centaines et des centaines de fois pour apprendre des données. Donc finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? C'est vraiment la balance entre combien de vies on sauve grâce à notre intervention, mais combien de morts on crée par l'impact carbone ou les dégâts environnementaux de nos projets. Mais là, les choses sont très compliquées parce qu'en fait, d'un autre côté, on diminue la prescription d'antibiotiques et on sait que la fabrication d'antibiotiques en Inde, c'est effroyable sur le plan environnemental. Donc si on diminue par 10 quand même, vous avez vu 28 millions d'antibiotiques économisés sur le pays, bah, peut-être que ça pourrait contrebalancer. Donc du coup, on a une collaboration avec l'Institut de Géosciences qui va nous faire une analyse du cycle de vie pour voir exactement qu'est-ce qu'on a en termes de l'impact de ces outils électroniques d'un côté et l'économie des antibiotiques de l'autre. Mais ce qui va être très difficile en fait pour faire cette balance, c'est qu'on parle de choses complètement différentes. C'est-à-dire comment on peut comparer l'impact CO2, mais l'empoisonnement de l'environnement qui tue des personnes, etc. Donc, est-ce qu'on va voir vraiment la réponse? Moi, ce que j'espère de cette analyse, c'est qu'on sache au moins où sont les lieux de plus gros problèmes et qu'on dise, bah, typiquement, le problème, c'est la tablette. Et on a ces tablettes, en plus, en conditions tropicales, elles survivent 2 ans maximum. Donc, Terre des Hommes, leur programme au Burkina Faso, ils ont déjà dû, après 2 ans, changer toutes les tablettes. Il n'y a aucun recyclage, personne ne sait ce qu'il faut faire. Donc on aurait besoin de l'équivalent du Fairphone, mais en fer tablette. J'avais contacté le responsable, il dit ok, mais il nous faut des fonds pour pouvoir développer ça. Est-ce qu'on discute avec l'OMS? Enfin bref, ça crée toutes sortes de discussions complètement nouvelles auxquelles les gens n'avaient absolument pas pensé. Et aussi les données, donc en fait les tablettes au Burkina Faso ont complètement saturé parce que toutes les données s'accumulaient, donc il faut accepter de les jeter. Donc maintenant, au bout d'1 mois, on jette toutes les données. Bon, on en garde une copie sur les serveurs, mais jusqu'où justement est-ce qu'on doit garder ces données ou au contraire les éliminer quand on n'en a plus besoin? Et du coup, est-ce que vraiment on a besoin du machine learning? Ça, c'est cet outil Cumulator qui maintenant dit à nos scientifiques à chaque fois qu'ils font tourner qu'ils ont par exemple fait l'équivalent d'un trajet de 49 km en voiture. Donc comme ça les sensibilise à chaque fois qu'ils travaillent. Mais est-ce qu'il y a une plus-value à tôle? Alors peut-être ce qu'on pourrait faire dans le côté agir, hein, c'est... le machine learning peut nous servir à beaucoup de choses différentes. Est-ce que, alors on l'utiliserait pour, comme classiquement on fait, améliorer encore plus la prédiction diagnostique? Ou alors on dit, bah non, on va l'utiliser pour toute autre chose. On va essayer d'éliminer de l'algorithme les éléments les moins performants et qui finalement ne servent à rien. Comme ça, on simplifie l'algorithme. Donc peut-être qu'on pourrait utiliser ces outils pour faire plutôt une décroissance de la complexité de nos outils. Et de même, est-ce qu'on veut encore augmenter la médecine personnalisée, hein, comme on l'appelle, en modifiant l'algorithme pour chaque patient, c'est-à-dire au moment où on rentre les données, il y a un algorithme dans la tablette qui fait une prédiction pour cet enfant spécifique. Nous, on a décidé que non, qu'on analysait les données macro,
si on identifie une épidémie, on va simplement modifier l'algorithme pour tous. De toute façon, c'est checké par le gouvernement. Il n'y a rien qui se fait automatiquement. Ça, on en a bien discuté avec les comités d'éthique. Il n'y aurait pas un changement dans l'algorithme fait directement par la machine. Il y aura toujours un œil humain entre deux qui check. Et surtout, ça change une stratégie dans une région, mais on ne va pas faire de la modification individualisée, et justement dans le but de limiter les dégâts en termes de complexité. Et c'est vrai que ma question, c'est vraiment, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce que finalement, l'essence de l'algorithme qu'on développe, qui maintenant fait des pages et des pages, en fait, peut-être avec ça, c'est l'algorithme officiel de l'OMS pour le village. Est-ce qu'il ne suffirait pas? Quand j'étais avec Mamadou là-bas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dessiné ensemble l'algorithme. Je connaissais les guidelines du Sénégal, celles de l'OMS, donc on a fait l'algorithme pour lui. Ça revient à ça, et on l'a collé au mur, et puis on l'a utilisé ensemble. Alors je vous donne un exemple, une petite fille de 4 ans arrive, elle a de la fièvre, elle a tout. Alors Mamadou me dit tout de suite, ah bah elle a une pneumonie, on va lui donner un antibiotique. Je dis, non, attends, on regarde l'algorithme, allons-y, pas à pas. Signe de danger, non. Fièvre, oui. Test rapide de malaria, ça il en avait dans son village, c'est donné par le gouvernement partout. Et puis, il faut que tu mesures la fréquence respiratoire, elle était basse, ça veut dire que ça n'est pas une pneumonie, pas besoin de donner d'antibiotiques. Et finalement, la petite, elle avait un test rapide positif pour la malaria, elle avait une malaria et il lui a donné un antimalarique. Donc cette petite fille, sans algorithme, aurait reçu un antibiotique et serait décédée d'une malaria, tandis que là, il lui a sauvé la vie juste avec ça. Donc est-ce que peut-être ça suffirait? Donc c'est vraiment la question de où on va mettre... la limite dans cette complexification au cours du temps, où on rajoute des inputs dans notre système, et quel est vraiment le nombre de vies à la fin qu'on va sauver. Donc verticalement, ça pourrait être le nombre de vies, ou ça pourrait être les coûts par vie sauvée, ça peut être n'importe quel indicateur qu'on trouve pertinent. Ce bout de papier collé au mur, c'est sûr qu'on a déjà une nette amélioration du nombre de vies sauvées. On rajoute un test de malaria, là on a aussi une énorme plus-value. Mais quand on commence avec nos outils, probablement que le bénéfice devient plus marginal. Si on rajoute de l'intelligence artificielle, moi je crains qu'on atteint vraiment le seuil. Et puis si on mettait de l'intelligence artificielle dans la tablette, ou si encore pire, on crée des outils de dernière génération, comme ce robot qui a réussi à passer l'examen de médecine en Chine, je pense qu'on commence à faire des dégâts. Et avec un monde qui se dégrade de plus en plus, ça va tout pousser vers la droite. Donc moi, j'en sais rien. Peut-être que la conclusion de toutes ces évaluations qu'on va faire, c'est peut-être de dire, revenons à un bout de papier, j'en sais rien. Restons ouverts à toute possibilité, restons critiques, parce que l'enjeu, c'est que la santé numérique, c'est une ressource limitée, comme tout le reste. Donc il va falloir choisir, ça va être des enjeux éthiques énormes. Est-ce qu'on l'utilise chez nous pour faire du jogging et mesurer notre fréquence cardiaque en continu ? Ou est-ce qu'on le met en priorité pour les pays du Sud qui en ont besoin? On a vu ce que ça donnait avec le vaccin Covid, donc ça fait assez peur de savoir où vont aller les ressources quand elles vont être limitées. Ce qui est d'une injustice totale, évidemment, puisque l'empreinte de ces pays en termes de carbone, moyenne suisse 13 tonnes, 3 planètes, mondiale 7 tonnes, et puis Mamadou dans son village, même pas 1 tonne. Donc est-ce que lui, il n'aurait pas droit à un petit peu émettre un peu plus? Et nous, on émet un peu moins. Enfin, moi, je ne peux plus regarder mes collègues tanzaniens dans les yeux en me disant qu'on leur apporte tous ces programmes, mais qu'en fait, si on voulait sauver leurs enfants, la meilleure chose qu'on aurait à faire, c'est diminuer nos émissions. Donc voilà, pour le mot pour terminer cette présentation, je veux dire, l'OMS est consciente de ces enjeux. Ils n'ont pas beaucoup de moyens pour travailler là-dessus, mais Tedros, le directeur, le docteur Tedros, a dit: nous devons nous assurer que les innovations et technologies aident à réduire les inéquités dans notre monde au lieu d'être une raison de plus pour que les gens soient laissés pour compte. Les pays doivent être guidés par l'évidence pour établir des systèmes numériques harmonisés et non pas séduits par chaque nouveau gadget. Et c'est exactement ce qui se passe chez nous dans les pays riches.
il y a des gadgets qui sortent tout le temps, il n'y a aucun tri, les autorités sanitaires ne nous disent pas lesquels sont solides ou sont pas solides, c'est une jungle totale. Et pour ça, dans les pays du Sud, les pays à ressources limitées, l'avantage c'est qu'on a, typiquement nous, notre outil, on a passé devant une instance, une commission pluridisciplinaire en Tanzanie qui a évalué notre outil et dit est-ce qu'on veut un outil numérique comme ça, parce qu'on leur en présente tous les jours. Hein. Et donc eux, ils font le tri, ils disent non, ça on n'a pas besoin, ça nous sert à rien, ça oui, mais à condition que vous arriviez à l'interfacer avec notre registre électronique du patient, qui est là-bas universel, ce que nous on est incapable de faire chez nous. Et donc voilà, ces pays ont une vraie réflexion sur qu'est-ce qui est utile ou qu'est-ce qui est un gadget. Au final, les technologies numériques ne sont pas une fin en soi, évidemment, ce sont des outils vitaux pour promouvoir la santé, garder notre monde sûr et servir les plus vulnérables. Donc voilà, c'est un petit peu le point de départ que je voulais partager avec vous de mon expérience et de mes interrogations voilà, un peu vertigineuses, et pour lancer le débat avec vous qui connaissez bien mieux ces autres domaines que moi, qui connaît surtout juste la santé, et avoir vos impressions et vos feedbacks à partir de là.